Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps dans la sphère crypto, le Pi Network. Oui, on a vu une série d'analyses, surtout sur des chaînes YouTube spécialisées qui essayent toutes de répondre à la même question. Et cette question, c'est pourquoi le prix du Pi a-t-il subitement grimpé? On parle d'une hausse vraiment fulgurante. Ah oui, de près de 40%. C'est passé de 0,13 $ à plus de 0,20. C'est un mouvement qui, forcément, a ravivé beaucoup d'interrogations. Exactement. Notre objectif, c'est donc de faire la synthèse de ces analyses pour y voir plus clair. Qu'est-ce qui a vraiment causé cette hausse? Est-ce que la rumeur d'une cotation sur Binance tient la route? Et puis, au-delà de la spéculation, où en est vraiment le projet? On va essayer de décrypter tout ça, la mécanique interne, les promesses et aussi les défis. Alors, commençons par le début. Cette flambée des prix. Entrons directement dans le vif du sujet. Les chiffres y sont assez spectaculaires. Oui, tout à fait. La capitalisation boursière a bondu à 1,7 milliard de dollars et le volume d'échanges quotidien en a atteint les 60 millions. Pour un projet qui est encore, on le rappelle, en circuit fermé, c'est juste énorme. Ça a forcément remis le Pi sur le radar de beaucoup de monde. Absolument. Et en recoupant un peu toutes les sources, il y a deux facteurs principaux qui ressortent pour expliquer ça. D'accord. Le premier, il est plutôt technique. La Pi Core Team, donc l'équipe derrière le projet, avait fixé une date butoir au 15 février. Une date butoir, pour quoi faire? C'était la date limite pour que les opérateurs de ce qu'on appelle les nœuds du réseau fassent une série de mises à niveau. Des mises à niveau assez importantes du protocole. Et comme par hasard, la hausse des prix a eu lieu pile à ce moment-là. C'est ça. La coïncidence est, disons, troublante. Alors une mise à jour des nœuds, ça a l'air très technique. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour le réseau Bitcoin? Ça le rend plus sûr? Plus rapide? Oui, c'est exactement ça. En fait, les nœuds, ce sont simplement des ordinateurs gérés par des membres de la communauté qui valident les transactions. Ils sécurisent tout le réseau. C'est le cœur de la décentralisation, en quelque sorte. Voilà. Et cette mise à jour, elle visait à renforcer la stabilité, la performance du mainnet, le réseau principal. C'était un peu un signal de maturité technique, une preuve que le projet avance. D'accord, donc une partie du marché, sans doute les plus informés, a vu ça comme un signe positif et s'est dit « Ok, ça devient sérieux ». C'est ça. C'est la première couche de l'explication. Et puis, il y a la deuxième. Et une date en particulier, le 20 février, a commencé à tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Alimentant les rumeurs d'une annonce majeure. Évidemment, une annonce qui pourrait être, pourquoi pas, une cotation sur une grande plateforme. Donc, on a le cocktail parfait. Un progrès technique qui rassure les initiés et des rumeurs qui attirent les spéculateurs. C'est la recette classique d'une flambée dans le monde des cryptos. C'est la combinaison des deux qui a vraiment mis le feu aux poudres. Le progrès réel a donné du poids à l'espoir spéculatif. Et cette flambée, bien sûr, a relancé la rumeur numéro 1, une cotation sur une grande plateforme d'échange. On entend beaucoup parler de Binance, mais en lisant les analyses, il semblerait que la piste la plus sérieuse soit ailleurs. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on essaie de démêler le vrai du faux, l'info la plus concrète, la plus tangible, elle ne vient pas de Binance. Mais de qui alors? Elle vient de Kraken. Kraken, qui est une bourse d'échange américaine très importante, très respectée, a publiquement ajouté le Pi Network à sa liste de surveillance. Ah oui, une liste de surveillance pour de futures intégrations, c'est ça? C'est ça. Et c'est un pas beaucoup plus concret que ce que n'importe quelle autre grande plateforme a jamais fait. Mais pourquoi Kraken spécifiquement? Alors que Binance c'est le géant mondial, est-ce que l'impact ne serait pas moins important? C'est un peu paradoxal, mais non. Pour un marché clé, l'impact serait même plus grand. Lequel? Les États-Unis. Binance fait face à d'énormes problèmes réglementaires là-bas. Ils ne peuvent opérer que via leur filiale, Binance.us, qui a une offre très limitée. Je vois. Une cotation sur Kraken, ça rendrait le Pi directement accessible à la majorité des Américains. Et ça, c'est un marché avec un pouvoir d'achat colossal. Donc, stratégiquement, pour entrer sur le marché américain, Kraken est une bien meilleure porte d'entrée que Binance aujourd'hui. D'accord. La piste Kraken est donc à la fois la plus solide et la plus stratégique. Mais quitte de Binance, qui reste un peu le fantasme de beaucoup de détenteurs de Pi. Les sources ont l'air de dire que c'est une impasse pour l'instant. C'est une impasse, oui. Et pour deux raisons vraiment fondamentales. D'accord. La première. La première, c'est l'état actuel du réseau. Le Pi Network est en mainnet fermé. Il y a une source qui utilise une analogie que je trouve excellente. Je suis preneur. C'est comme une fête dont les portes sont verrouillées. À l'intérieur, les invités peuvent discuter, échanger, s'amuser, mais personne ne peut entrer et surtout personne ne peut sortir. J'adore cette image de la fête aux portes verrouillées. C'est limpide.
On peut donc s'échanger des Pi entre utilisateurs qui sont déjà dans l'écosystème, mais impossible de les sortir pour les vendre sur une bourse externe. Exactement. Et pour une plateforme comme Binance, dont tout le modèle repose sur la libre circulation des actifs, c'est juste un non catégorique. Ils ont besoin d'un mainnet ouvert. Voilà. Ils exigent un réseau où on peut déposer et retirer ses jetons librement. Tant que Pi n'ouvre pas les portes de sa fête, une cotation sur Binance, c'est techniquement impossible. C'est un obstacle majeur. Et le deuxième obstacle, quel est-il? Le deuxième est encore plus profond. Il touche à la philosophie même de la crypto, la décentralisation. Ah, D'après les analyses, Binance et les autres plateformes sérieuses sont extrêmement préoccupées par la concentration de la propriété des jetons Pi. c'est-à-dire? Sur une offre totale de 100 milliards de jetons, on estime que l'équipe centrale, la Paycor Team, en contrôlerait environ 90 milliards. Pardon. 90 milliards sur 100. C'est vertigineux. Mais pour mettre ça en perspective, comment ça se compare à d'autres grands projets? Eh bien, c'est là que le chiffre est choquant. Si on prend l'exemple d'Ethereum, la fondation Ethereum contrôle une fraction minuscule de ce pourcentage. Avoir 90% de l'offre totale dans les mains d'une seule équipe, c'est presque sans précédent pour un projet qui se dit décentralisé. On est plus proche de la structure d'une entreprise privée que d'un réseau public, en fait. C'est tout à fait ça. Et le risque, ce n'est pas seulement une manipulation de marché où l'équipe pourrait décider d'inonder le marché et de faire chuter le prix. C'est une contradiction fondamentale avec l'esprit crypto. Mais comment est-ce qu'il justifie une telle centralisation? La justification officielle, c'est que ces fonds serviront à financer le développement futur de l'écosystème. Ouais. Mais les sources sont sceptiques, pour ne pas dire plus. Elles suggèrent que pour gagner la confiance des grandes plateformes, l'équipe va devoir faire un geste fort. Soit distribuer une grande partie de cette réserve, soit la brûler. La détruire de manière transparente et irréversible. Voilà. Sans ce geste, le doute persistera toujours. D'accord. Donc, les cotations sur les grandes bourses, c'est un mur pour le moment, pour des raisons techniques et, disons, philosophiques. Ce qui m'amène à me demander ce qui se passe justement derrière ce mur. Comment elle fonctionne, cette fête de l'intérieur? C'est le cœur de l'innovation de Pi. La promesse, c'est le minage facile sur mobile. Oui, au lieu du minage très énergivore de Bitcoin. Exactement. Pi, ça repose sur un système de validation communautaire. Et la clé de voûte de ce système, c'est le processus de vérification d'identité. Le fameux KYC, Know Your Customer. Mais ici, il n'est pas géré par une entreprise. Non, il est géré par les utilisateurs eux-mêmes. Ceux qui ont déjà été vérifiés peuvent devenir des validateurs et vérifier à leur tour l'identité de nouveaux membres. C'est un système de validation par les pairs. L'idée est intéressante, très communautaire, mais est-ce que c'est fiable à une échelle de millions d'utilisateurs? Il n'y a pas un risque d'erreur, de biais? C'est exactement la critique qui est soulevée. L'avantage, c'est que c'est très peu coûteux et ça permet de grandir très vite. C'est ce qui a permis à Pi d'embarquer autant de monde. Et le risque? Le risque, c'est la qualité du processus. D'ailleurs, pour renforcer ça, ils ont récemment ajouté une vérification biométrique par empreinte de paume. L'objectif final, c'est d'être sûr que derrière chaque compte, il y a bien un humain unique. C'est la condition pour éviter les robots avant d'ouvrir les portes. Ces validateurs, ils sont décrits comme les gardiens de la santé du réseau, c'est ça? C'est l'expression utilisée, oui. Et j'imagine que ces gardiens, ils sont récompensés pour leur travail. Oui, ils sont payés en Pi, comme tous les utilisateurs qui minent chaque jour en appuyant sur un bouton. Et c'est là qu'on touche au problème le plus critique soulevé par les sources, ce que l'une d'entre elles appelle un os dans la gorge du projet. Un os dans la gorge. L'image est forte. Expliquez-nous ça. Le mécanisme qui a fait le succès viral de Pi, c'est-à-dire distribuer gratuitement des jetons à des millions de personnes, Pour leur engagement? voilà, ce mécanisme est devenu son plus grand fardeau potentiel. Chaque mois, des millions et des millions de nouveaux Pi sont débloqués et crédités sur les comptes. Ça crée une pression de vente latente qui doit être colossale. Absolument colossal. Le jour où le mainnet s'ouvrira, une part énorme de ces millions d'utilisateurs voudra vendre. Et il faudra une demande gigantesque pour absorber toute cette offre et éviter que le prix ne s'effondre. Ce qui nous amène à la question cruciale, pour absorber cette offre, il faut une demande. Et pour qu'il y ait de la demande, il faut de l'utilité. Est-ce qu'on peut acheter des choses avec des Pi aujourd'hui? Il y a des applications, un marché. Et c'est là que le bas blesse. Actuellement, l'utilité est quasi nulle. Il y a bien quelques initiatives, des petites places de marché entre utilisateurs, mais rien d'officiel, de structuré ou à grande échelle. Donc ça reste très embryonnaire. Très.
Et l'une des analyses est particulièrement critique envers l'équipe centrale en leur reprochant de ne pas avoir développé assez vite des cas d'usage concrets. Sans application, sans service, sans bien à acheter avec des PI, le jeton, il reste une promesse. Donc si je résume, on a un robinet à PI qui coule à flot chaque mois, ce qui crée une offre potentiellement massive. Oui, mais très peu de récipients pour recueillir et utiliser ces PI. C'est un déséquilibre fondamental qui fait planer une épée de Damoclès sur le projet. Exactement. Et les problèmes logistiques ne font que renforcer cette inquiétude. Le projet vient d'annoncer la deuxième phase de migration des jetons, alors que beaucoup de gens de la première vague attendent encore leur PI. Ce qui montre que même les opérations de base sont compliquées à gérer à cette échelle. Voilà. Ça n'inspire pas forcément confiance pour le pilotage d'une transition vers une économie ouverte et fonctionnelle. Alors, si on prend un peu de recul pour assembler toutes les pièces de ce puzzle, c'est incroyablement complexe. D'un côté, une communauté immense, une idée innovante. De l'autre, des obstacles qui ont l'air titanesques. Le premier point qu'il faut marteler, c'est que le prix actuel, celui qui a flambé, il est purement spéculatif. Toutes les sources insistent là-dessus. Ce qui s'échange sur les bourses, ce ne sont pas de vrais PI. Non, ce sont des IOU, des reconnaissances de dette. Le vrai jeton PI, lui, est toujours prisonnier de la fameuse fête aux portes verrouillées. La vraie valeur du PI, si elle existe un jour, on ne la connaîtra qu'au moment de l'ouverture du mainnet. Quand l'offre et la demande se rencontreront enfin pour de vrai. C'est ça. C'est quand même fascinant. Des millions de gens qui cliquent sur un bouton chaque jour, qui investissent leur temps, leurs données, dans l'espoir que cette monnaie ait un jour une valeur. C'est un pari sur la confiance, payé avec une monnaie qui n'a pas encore cours légal en dehors de son propre royaume. C'est un jeu à long terme, comme le décrit une des sources. Et ce jeu, il arrive à son moment le plus critique. Le projet est vraiment à un tournant. Il doit réussir sa transformation. Passer d'une expérience en vase clos, Centralisé, de fait, par son équipe. Un écosystème ouvert, décentralisé et, le mot le plus important, utile. C'est l'épreuve du feu, tout va se jouer là-dessus. faisons un dernier tour de piste pour être bien clair. On a donc eu une hausse de prix, qui est le résultat d'un mélange entre un vrai progrès technique sur les nœuds et une vague de spéculation. C'est ça. Ensuite, pour les cotations, la piste la plus sérieuse, c'est Kraken, avec le marché américain en ligne de mire. Binance, ça reste une chimère à court terme. Bloqué par le mainnet fermé et surtout par la concentration extrême des jetons. Exactement. Et enfin, en interne, le projet repose sur une idée de validation communautaire ambitieuse, mais il fait face à un dilemme économique majeur. Comment créer assez de demandes, assez d'utilité pour absorber l'offre gigantesque de jetons qu'il a lui-même créée? Ce qui nous amène à la pensée finale, une question soulevée par les sources qui pour moi résume tout le paradoxe du Pi Network. On vous écoute. Les analyses décrivent la détention de 90 milliards de jetons par l'équipe comme un risque majeur de centralisation. Et ça pose une question fondamentale. Dans un projet dont toute la valeur repose sur l'idée de décentralisation, de pouvoir au peuple, la communauté peut-elle vraiment faire confiance à la pérennité du réseau ?